Le 29 mars 1975 semblait être une journée ordinaire dans la ville animée de Montréal. La région était pleine d'anticipation pour les prochaines célébrations de Pâques. Sharon Prior, âgée de 16 ans, s'est réveillée excitée et prête à se plonger dans l'esprit festif. Elle ignorait que cet après-midi de Pâques prendrait un tournant sinistre, enveloppant sa disparition dans un mystère pour toujours. Les amis de Sharon l'attendaient impatiemment à la pizzeria Marina. Le temps passait, mais elle n'arrivait jamais à son lieu habituel. La nuit a englouti sa présence, laissant derrière elle un flot de questions et une communauté plongée dans la peur. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage vers l'abîme, explorant la disparition troublante de Sharon Prior, une jeune fille vibrante de 16 ans qui s'est volatilisée dans la nuit de 1975. Accompagnez-nous tandis que nous dévoilons les détails glaçants qui ont échappé aux détectives pendant près d'un demi-siècle. Montréal, ville vibrante du Canada, est nichée sur les rives du fleuve Saint-Laurent, captivant avec son mélange unique de charme du vieux monde et de dynamisme moderne. Accueillant plus d'1 700 000 personnes, ce creuset culturel embrasse la diversité et célèbre son patrimoine multiculturel. Le français et l'anglais coexistent harmonieusement, peignant la ville avec une tapisserie bilingue. De l'architecture impressionnante du Vieux-Montréal au quartier animé du plateau Mont-Royal et de Myland, chaque rue exude une énergie vibrante, et c'est dans ce cadre que se déroule l'histoire effrayante de Sharon Prior. Sharon est née un froid jour du 9 février 1959 dans la ville animée de Montréal, au Canada. Ses parents, Yvonne et Georges Prior, étaient remplis d'une joie débordante à l'arrivée de leur premier enfant. Yvonne, née en Angleterre, avait émigré avec ses parents pour s'installer à Pointe-Saint-Charles, connu localement sous le nom de The Point, un quartier de l'arrondissement le sud-ouest au Québec, au Canada. C'est là qu'elle a rencontré George, un soldat dévoué des forces armées canadiennes. Malgré son dévouement au devoir, l'amour est intervenu et leur connexion s'est transformée en mariage. Euphorique de leur union, Yvonne et Georges attendaient avec impatience la venue paroxysme le jour de l'anniversaire de Sharon, lorsqu'ils ont accueilli une magnifique petite fille dans leur vie. Le visage innocent et le sourire radieux de Sharon ont apporté une immense joie au cœur de ses parents. Mais le destin avait autre chose en réserve pour la famille Prior. Juste un jour avant le deuxième anniversaire de Sharon, le 8 février 1961, Yvonne a donné naissance aux jumelles Doreen et Maureen. Aux yeux de la petite Sharon, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire qu'elle aurait pu souhaiter. Cependant, la vie est pleine de détours, et en 1962, Georges a reçu des ordres de mutation qui allaient déraciner la famille de Pointe-Saint-Charles pour les emmener au Manitoba. Dans leur nouvel environnement, la famille Prior a accueilli son plus jeune membre, Georges Jr. Mais malheureusement, même les liens les plus forts se défont parfois. Et en 1965, Yvonne et Georges ont décidé de se séparer. Yvonne, désormais mère célibataire résiliente, est retournée à son cher Pointe-Saint-Charles. La décision d'Yvonne de retourner à Point n'était pas arbitraire. C'était un choix délibéré, basé sur l'amour et la praticité. Le quartier, avec son coût de la vie abordable et sa communauté soudée, promettait un refuge sûr pour que ses enfants prospèrent. Dès son plus jeune âge, Sharon a montré une nature douce et aimante qui s'étendait au monde qui l'entourait. Les animaux trouvèrent du réconfort en sa présence, car elle recueillait souvent des animaux errants et en prenait soin jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Ses sœurs jumelles, Doreen et Maureen, se souvenaient souvent des rêves de Sharon de devenir vétérinaire. Initialement réservée, Sharon a découvert une communauté accueillante qui l'a adoptée. Le club des garçons et filles lui a fourni un espace où ses intérêts ont prospéré, en particulier à travers sa participation active au hockey en salle et aux activités artistiques. En plein milieu de son adolescence, Sharon a trouvé du réconfort dans la présence d'un jeune homme nommé John. Leur histoire d'amour avait une touche de destin, car John avait eu un coup de foudre secret depuis les jours de la 4e année. Au fil du temps, leur amitié s'est approfondie et s'est épanouie en une romance profonde. Sharon avait également un cercle d'amis proches, que ce soit en arpentant les rues de Pointe-Saint-Charles, en découvrant des recoins cachés ou en se rassemblant au point de rencontre locale pour profiter de conversations désinvoltes, leur lien était inébranlable. À travers tout cela, Sharon gardait les pieds sur terre et chérissait sa mère, Yvonne,
qui s'était dévoué sans réserve aux sacrifices que sa mère avait faits et appréciait l'amour et les conseils inestimables qu'elle leur donnait. À la veille de Pâques, le samedi 29 mars 1975, la journée de Sharon Pryor, âgée de 16 ans, s'est déroulée avec une sensation d'anticipation. Lorsque l'horloge a sonné 1h de l'après-midi, Sharon avait commencé son week-end de Pâques en complétant sa routine matinale. Elle a pris son petit déjeuner, s'est lavée, s'est habillée et a fait son lit. Pendant ce temps, sa mère Yvonne est sortie pour faire quelques achats de dernière minute pour le dîner de Pâques. Jojo, le frère de Sharon, âgé de 11 ans, et Steven, l'enfant en famille d'accueil de 4 ans, étaient encore impatients de chercher les œufs de Pâques. Sharon voulait rendre la journée spéciale pour eux. Avec la créativité en tête, Sharon a décidé de faire et de peindre des œufs de Pâques. Elle a fait bouillir 8 œufs et les a laissés refroidir. À 3h de l'après-midi, Yvonne est rentrée à la maison et a rejoint Sharon à la table de la cuisine, la regardant peindre les œufs. Sharon a demandé si la peinture sécherait à temps pour le lendemain. Yvonne a suggéré de peindre la moitié des œufs dans les tasses et de finir le reste plus tard. Vers 3h45 de l'après-midi, Sharon s'est rendu compte qu'il était temps de récupérer sa veste au club des garçons et filles. Le club des garçons et filles offrait aux enfants la possibilité de jouer à une variété de sports, du basketball au hockey, sans que cela ne coûte rien aux familles. Lorsque le club a débuté en 1952, l'association se composait de 2 équipes formées de 30 enfants ou plus, et chaque enfant recevait une veste verte de Léo qu'il gagnait en vendant des billets de tombola. Sharon avait vendu suffisamment de billets pour obtenir sa propre veste. Enthousiaste, elle a demandé à Yvonne si elle pouvait emmener Steven avec elle. Yvonne a accepté et elles sont parties. Malheureusement, lorsque Sharon est arrivée au club, il n'avait pas sa taille. Déçue, elle a reçu un reçu pour la réclamer un autre jour. Elle a pensé à obtenir une taille plus petite pour Steven car il avait besoin d'une veste de printemps. À 4h15 de l'après-midi, Sharon a continué à peindre les œufs de Pâques restants. Vers 4h30 de l'après-midi, le révérend a rendu visite à leur foyer. Il les a salués et leur a apporté une grande boîte de tortues en chocolat pour que tout le monde en profite. Ils se sont rassemblés autour de la table de la cuisine et, tandis que Sharon peignait, elle a demandé à sa mère s'ils avaient un livre sur le lapin de Pâques à lire à Steven. Le révérend a suggéré que Sharon partage la véritable histoire de Pâques et elle a accepté volontiers cette opportunité. Entre 6 et 7 heures de l'après-midi, une amie proche de Sharon, qui vivait dans la même rue, est arrivée chez elle. Elles se connaissaient depuis l'âge de 5 ans, ayant formé un lien profond au fil des années. Malgré leur amitié de longue date, elles ne passaient pas beaucoup de temps ensemble, probablement parce qu'elles fréquentaient avec enthousiasme ses projets d'aller à la pizzeria Marina. Elles se sont livrées à des plaisanteries légères et des taquineries ludiques. Son amie ne pouvait s'empêcher de rire devant la scène amusante de Sharon, changeant constamment de chemisier et se regardant dans le miroir, s'efforçant d'obtenir le look parfait. Par la suite, après mûre réflexion, Sharon a décidé d'emprunter un des chemisiers de sa mère, ajoutant une touche de familiarité à sa tenue. La pizzeria Marina, un lieu de rencontre local situé au coin de Wellington et de l'avenue Ash, occupait une place spéciale dans le cercle social de Sharon. Elle servait de point de rendez-vous populaire pour ses amis, où ils pouvaient se retrouver et participer à des conversations animées sur divers sujets, tels que les garçons et les dernières tendances musicales. Le restaurant était commodément situé à seulement 5 courtes rues de la maison de Sharon. Tandis que Sharon se préparait à partir, elle a dit au revoir à sa mère, qui lui a rappelé d'être prudente. Inquiète du temps pluvieux, Sharon a envisagé de porter sa veste en daim marron, craignant qu'elle ne soit abîmée. Sa mère l'a rassurée en lui disant qu'il ne pleuvait que légèrement dehors et que cela ne serait pas suffisant pour endommager la veste, apaisant ainsi ses inquiétudes. Avec un dernier adieu à sa mère, Sharon est sortie, les mots de prudence de sa mère résonnant encore dans son esprit. Dehors, son amie l'attendait déjà sur le trottoir. Gentiment, elle a proposé d'accompagner Sharon en chemin vers la pizzeria Marina, mais Sharon a poliment décliné, appréciant néanmoins le geste. Traversant la rue, Sharon s'est mise en route, excitée par la soirée de plaisir et de camaraderie qui l'attendait à la chère pizzeria. Les amis de Sharon attendaient impatiemment son arrivée, mais à leur grande surprise, elle n'est jamais apparue.
Ils ont supposé qu'elle avait accompagné John et les autres garçons avec qui ils avaient l'habitude de sortir à un match de hockey. Cependant, lorsque le match s'est terminé et que les garçons sont arrivés au restaurant, Sharon était introuvable. En fait, aucun d'entre eux ne l'avait vue de toute la soirée. Pendant ce temps, chez Sharon, la situation reflétait confusion et inquiétude. Sharon avait dépassé son heure limite de retour sans aucune communication avec sa mère, la laissant inquiète. Yvonne devenait de plus en plus anxieuse, car ce comportement était complètement inhabituel pour sa fille. Déterminée à assurer la sécurité de Sharon, Yvonne a décidé de rester éveillée 1h30 du matin. Yvonne se trouvait dans le salon, regardant anxieusement par la fenêtre, tandis que les jumelles, depuis la fenêtre de la chambre, se joignaient à la veille. Tristement, il n'y avait aucun signe de Sharon. Le lendemain matin, Yvonne a entrepris une mission pour recueillir des informations, contactant les amis de Sharon et même John. Cependant, aucun d'eux n'avait connaissance de l'endroit où se trouvait Sharon, ni ne l'avait vue récemment. Le manque d'informations n'a fait qu'approfondir l'inquiétude d'Yvonne et intensifier le mystère entourant la disparition de Sharon. Lors d'un des appels, Yvonne a parlé avec Mary, l'amie de Sharon, et elle a partagé une information troublante avec Yvonne. Mary lui a dit qu'une femme nommée Cheryl Roy avait été attaquée sur l'avenue H après 7 heures du soir. Yvonne n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter en entendant cette nouvelle, car la direction dans laquelle l'agresseur s'était enfui aurait pu croiser le chemin de Sharon. Cheryl, la victime de l'attaque, a raconté l'incident terrifiant. L'agresseur avait brandi un couteau et l'avait saisi de force. Heureusement, avant qu'il ne puisse lui faire du mal, une passante est intervenue et a effrayé l'attaquant. Cheryl a fourni une description de l'agresseur mentionnant ses yeux bleus, une moustache au coin carré et une voix basse et calme. Elle a remarqué qu'il portait un jean bleu, une veste de ski bleu foncé et des chaussures noires avec des bouts. Apprendre cette attaque a augmenté l'anxiété d'Yvonne, considérant la possibilité que Sharon ait pu rencontrer le même agresseur. Pour rassembler plus de preuves, ils ont emmené Cheryl identifier son agresseur, mais sa certitude a vacillé, rendant difficile la mise en accusation de quelqu'un. Yvonne luttait avec la peur que sa fille ait pu être victime d'une agression similaire. Le manque d'informations concrètes et l'incertitude quant à l'endroit où se trouvait Sharon n'ont fait qu'intensifier son inquiétude et souligner l'urgence de la retrouver. Dans une tentative désespérée de retrouver Sharon, une opération de recherche massive a été lancée, mobilisant des centaines de résidents qui ont parcouru les rues dans l'espoir de localiser la jeune fille de 16 ans disparue. Malgré les efforts collectifs, la recherche n'a donné aucun résultat. Yvonne, consumée par l'inquiétude et le désespoir, s'est tournée vers la télévision, demandant à la communauté toute information qui pourrait conduire au retour en sécurité de Sharon. Malheureusement, cet appel n'a pas non plus fourni de pistes substantielles ni de un sentiment déconcertant d'incertitude s'installait chez tous les concernés. Certaines personnes ont commencé à spéculer que Sharon aurait pu choisir de s'enfuir, mais sa famille a rejeté fermement cette notion. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'elle aurait volontairement abandonné la vie qu'elle aimait, une vie qui incluait sa famille, ses amis et son petit ami. De plus, il n'y avait aucun indice apparent, ni aucune preuve, suggérant que Sharon avait planifié de quitter sa vie. Notamment, elle avait laissé son laissez-passer de bus et son argent à la maison familiale avant de se diriger vers la pizzeria. Au milieu du désespoir grandissant, Yvonne et sa famille s'accrochaient à l'espoir que Sharon serait retrouvée saine et sauve. Le manque de progrès dans la recherche et l'absence d'informations concrètes n'ont fait qu'intensifier leur angoisse, les laissant en quête de réponses et de clôture. Le 1er avril 1975, vers 6 heures du matin, Yvonne a remarqué Ronnie frappant à la porte de son ami de l'autre côté de la rue, tôt le matin. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle s'est approchée de lui, a pris le journal qu'il tenait et est rapidement rentrée chez elle. Yvonne n'a pas pu résister à l'urgence de découvrir la vérité dans les pages. En ouvrant le journal, ses pires craintes se sont confirmées. Elle a reconnu l'image de sa fille et a affirmé avec certitude « Je savais que c'était elle. J'ai reconnu ses chaussures. » La photographie montrait un corps allongé dans la neige, découvert dans une ville située à environ 25 minutes de son quartier. Dévastée par la nouvelle, Yvonne a immédiatement contacté la police pour obtenir confirmation. Trop bouleversée pour identifier personnellement le corps, elle a confié cette tâche douloureuse à son frère. Il a été confirmé par la suite que le corps retrouvé était bien celui de Sharon.
Toute la communauté de The Point, y compris ses amis, a appris l'histoire dans le journal et, comme Yvonne, ils étaient convaincus de la triste vérité. La vie de Sharon avait été brutalement arrachée. Le corps de Sharon a été découvert par Jacques Beltran, un apiculteur. Jacques avait reçu la nouvelle que la porte de son rucher avait été laissée ouverte, ce qui était très inhabituel. Se souvenant l'avoir fermée la nuit précédente, il a entrepris d'enquêter et, à sa grande surprise, il est tombé sur un corps partiellement nu, allongé dans la neige, à environ 23 mètres de la route. Reconnaissant immédiatement la gravité de la situation, Jacques a rapidement contacté la police, marquant le début d'une enquête angoissante. Le meurtre de Sharon a été un acte de violence horrifiant et brutal. Elle avait été soumise à des agressions et à des coups sévères. Lorsqu'ils ont retrouvé son corps, elle ne portait que sa veste en daim, un pull bleu, des chaussettes et des chaussures. Son jean a été retrouvé à courte distance, tandis que ses sous-vêtements étaient suspendus à une branche d'arbre à proximité. De manière troublante, du ruban adhésif partiellement mâché était emmêlé dans ses cheveux et des branches étaient fermement serrées dans sa main, indiquant qu'elle était encore en vie lorsque son agresseur l'a laissée dans la neige. En examinant la scène, les enquêteurs ont découvert plusieurs pièces de preuve cruciales. À environ 5 mètres du corps, des traces de pneus ont été trouvées, indiquant la présence d'un véhicule. De plus, une traînée de sang menait de la voiture stationnée à l'endroit où le corps de Sharon reposait. L'absence de marque de traînée et l'absence de boue sur les chaussures et les chaussettes de Sharon ont suggéré qu'elle avait probablement été transportée hors de la voiture, ce qui a conduit les autorités à soupçonner l'implication de plus d'une personne en raison de l'apparente facilité avec laquelle cette découvert une chemise d'homme avec un col de taille 17 et des manches de 34 pouces, qui auraient été utilisées pour attacher les poignets de Sharon. La taille de la chemise a amené les enquêteurs à spéculer que le suspect mesurait environ 1,83 m. Non loin de la scène du crime, une empreinte de chaussure droite de taille 8,5 a été trouvée près d'un poteau de clôture. La profondeur de l'empreinte indiquait que la personne responsable pouvait avoir une corpulence plus lourde et mesurer au moins 1,83 m. D'autres preuves incluaient une bague avec le mot « Love » inscrit dessus, une page d'un magazine britannique avec l'image d'une petite fille, une arme, un coussin de siège de voiture et un reçu pour une veste au nom de Sharon Prior. L'autopsie qui a suivi a révélé que Sharon avait été retenue captive pendant plusieurs jours avant sa mort. Le moment estimé de son décès était d'environ 20 heures avant la découverte de son corps. L'examen du médecin légiste a révélé une cage thoracique écrasée, probablement parce que le meurtrier s'était agenouillé sur elle, provoquant une hémorragie interne. Sharon avait subi des blessures compatibles avec l'utilisation d'un objet pointu, avait de multiples ecchymoses sur le visage, des fractures des deux côtés de la mâchoire, un nez cassé et un trou dans la joue, probablement causé par une dent qui avait été délogée pendant l'agression. Le 4 avril 1975, une réunion solennelle a eu lieu à l'église presbytérienne Saint-Matthieu, où environ 200 personnes se sont réunies pour dire un dernier adieu à Sharon Prior. L'atmosphère dans la chapelle était chargée de douleur et de tristesse, tandis que des amis, des membres de la famille et des membres de la communauté se sont unis pour pleurer la perte tragique d'une jeune vie. Les personnes en deuil, profondément blessées par le cruel destin qui avait frappé Sharon, se sont unies dans la solidarité pour offrir leur soutien et leurs condoléances à sa famille endeuillée. La chapelle était remplie d'un mélange de larmes, de douleur et de profonde tristesse, alors qu'elle faisait face à la perte de quelqu'un de si jeune et plein de promesses. Pendant le service, des souvenirs de Sharon ont été partagés, capturant son esprit vibrant, des moments précieux et l'impact qu'elle avait eu sur ceux qui l'entouraient. Cet hommage a servi de rappel émouvant du vide laissé par son départ prématuré. Alors qu'il mettait Sharon au repos, le poids de la tragédie et de l'acte de violence insensé qui lui avait ôté la vie planait lourdement a été déposé. L'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Sharon a été menée par les sergents détectives Jacques Dutris et Renaud Lacombe du service de police de Longueuil. Les détectives ont développé la théorie selon laquelle le meurtrier avait conduit le véhicule dans le champ et y avait laissé le corps de Sharon. Ils pensaient que le meurtrier était retourné au véhicule pour récupérer le jean et les sous-vêtements de Sharon, qui ont été trouvés à différents endroits le même jour où son corps a été découvert.
Le jean plus lourd était tombé au sol, tandis que les sous-vêtements avaient terminé leur course sur une branche d'arbre. Cela a amené les enquêteurs à supposer que le meurtrier connaissait la région. Le champ où le corps de Sharon a été découvert appartenait à un apiculteur et était habituellement verrouillé. Cependant, le cadenas avait été laissé déverrouillé, ce qui avait permis au meurtrier de conduire son véhicule sur le sol gelé. Bien que le véhicule se soit coincé dans la boue à un moment donné, la boue gelée avait laissé des traces de pneus que la police espérait utiliser pour identifier le véhicule du meurtrier. Il était supposé que l'emplacement isolé de la scène du crime avait été choisi parce que l'apiculteur n'utiliserait pas le champ avant la fin du printemps. Il semblait que le meurtrier espérait que le corps de Sharon resterait non détecté dans le champ gelé pendant une période prolongée. Sur la base des preuves, la police soupçonnait l'implication de plus d'une personne dans l'enlèvement et le meurtre de Sharon. Ils ont trouvé une traînée de sang menant des traces de pneus à l'endroit où le corps de Sharon avait été déposé. Comme il n'y avait pas de boue sur les chaussures de Sharon, il a été déduit qu'elle avait été transportée sur toute la distance d'environ 5 mètres, probablement par 2 personnes. Une théorie considérée par les détectives était que Sharon avait accepté une promenade de quelqu'un, possiblement un camionneur de passage, en route vers le restaurant et avait été attaqué et laissé dans le champ. Une autre théorie proposait que Sharon avait été enlevée et retenue captive pendant 3 jours avant d'être tuée et que son corps avait été abandonné. Greg McCrary, un profileur ayant travaillé avec le FBI, a consacré ses efforts à développer des théories sur le CA de Sharon Pryor. À travers son analyse, McCrary a tiré plusieurs conclusions sur l'agresseur. Il croyait que l'auteur du crime était une personne jeune, peut-être dans la vingtaine, probablement résidant dans la région avec 16 parents. McCrary a également supposé que ce n'était pas le premier délit de l'agresseur. Il avait probablement suggéré que le même agresseur qui avait tenté de faire du mal à Cheryl pourrait être la personne responsable du meurtre de Sharon. Il a expliqué que lorsque les meurtriers entrent dans leur mentalité de chasse, ils deviennent plus enclins à prendre des risques, comme commettre un deuxième enlèvement. McCrary a estimé que la probabilité que 2 individus distincts tentent d'enlever des femmes simultanément dans la même petite zone à faible criminalité était statistiquement improbable. Par conséquent, il semblait plus plausible que l'agresseur soit le même dans les 2 CA. Le profil a également mis en évidence la connaissance de la région par l'agresseur, en particulier du site où le corps a été abandonné, car ces lieux sont considérés comme à haut risque. L'agresseur aurait besoin de connaître les voies d'évasion et de choisir un endroit qui lui était familier et où il se sentait à l'aise. McCrary a également identifié des signes de comportement sadique chez l'agresseur, comme le fait de retenir une victime captive pendant des jours, ce qui correspondait au schéma sadique. Comprendre ce schéma pouvait aider à réduire la liste des suspects. McCrary a expliqué que les sadiques cherchent généralement des victimes soumises au sein de leur cercle social. Initialement, ils semblent aimables et charmants, particulièrement envers les jeunes femmes vulnérables. Avec le temps, ils deviennent de plus en plus exigeants, exerçant un contrôle et recourant à des comportements dégradants et violents. Lorsqu'ils n'ont plus de victimes soumises disponibles, ils peuvent se tourner vers des escortes ou des personnes connues pour être étranges ou violentes. Lorsque même cette voie est épuisée, ils se tournent vers la chasse d'étrangers. Sur la base de son analyse, McCrary a conseillé à la police d'enquêter sur des individus ayant des antécédents d'arrestation mineure pour violences domestiques ou sollicitations, car ils pourraient correspondre au profil du meurtrier de Sharon. Il a également souligné que l'agresseur de rue, qui avait utilisé un couteau pour tenter d'enlever Cheryl, manquait de solides compétences interpersonnelles. Cela indiquait que l'agresseur savait qu'il ne pouvait pas la manipuler avec des ruses sophistiquées et avait donc recours à la violence. Les blessures trouvées sur le visage de Sharon suggéraient en outre que son meurtrier manquait des compétences nécessaires pour maintenir le contrôle, ce qui l'avait amené à dépendre de la violence. McCrary a conclu que, puisque l'enlèvement semblait avoir été perpétré par un étranger, le criminel serait probablement classé comme un délinquant en série. Les meurtriers en série de cette nature cessent rarement leurs activités de leur propre chef, rendant cruciale la conduite d'une enquête agressive pour traduire le meurtre. Confronté à l'enquête sur le meurtre brutal de Sharon Pryor, craignait que sa mort tragique ne soit liée au meurtre d'autres jeunes filles. L'un de ces meurtres était celui de Norma O'Brien, une fillette de 12 ans,
qui avait été retrouvée sans vie dans un champ près de Châteauguay l'été précédent. Norma avait été agressée et mutilée, et, tout comme Sharon, était morte par asphyxie. Environ un an plus tard, la disparition de Debbie Fisher, âgée de 14 ans, a intensifié les inquiétudes de la police. Debbie était partie à vélo depuis la maison de son oncle avec l'intention de rejoindre la maison de sa famille, située à seulement 10 minutes, mais elle n'est jamais arrivée, provoquant une enquête immédiate des autorités. Sa disparition a eu lieu près de l'endroit où Norma O'Brien avait disparu l'année précédente. Tragiquement, le corps sans vie de Debbie Fisher a été découvert dans une voiture abandonnée dans les bois. Elle avait été brutalement frappée à coups de pierre. Alors que l'affaire Sharon Pryor restait non résolue, une avancée dans l'enquête sur le meurtre de Debbie Fisher a permis à la police d'arrêter un suspect, un mineur qui n'avait que quelques années de plus que Fisher. En raison d'une interdiction de publication, l'identité de l'assassin est restée inconnue du public et il a été simplement appelé MX. Le coupable a purgé sa peine en prison, mais a été libéré. Le lien troublant entre ces affaires tragiques soulignait la profonde inquiétude au sein de la communauté et des forces de l'ordre quant à la possible existence d'un tueur en série opérant dans la région. Malgré l'interrogatoire de 38 personnes en relation avec l'affaire, y compris des suspects tels que Frank Daly, également connu sous le nom de Jerry Moore, le gérant de la pizzeria, et plusieurs personnes associées à lui, ainsi que l'apiculteur Jacques Beltran, son copropriétaire Roger Augury et Raymond Ahmed, le propriétaire de la propriété adjacente, la police n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves pour inculper quelqu'un. Même les amis proches et le petit ami de Sharon ont été interrogés, mais aucune avancée n'a émergé de ces enquêtes. Au fil du temps, les pistes se sont taries et les informations ont cessé d'arriver. Malgré la confiance des détectives dans les preuves recueillies, l'affaire s'est refroidie, laissant le meurtre de Sharon non résolu. En l'an 2000, Yvonne a écrit une lettre à la police demandant une révision des nouvelles pistes et preuves dans l'affaire de Sharon Pryor. Yvonne espérait que les avancées technologiques pourraient apporter un nouvel éclairage sur l'enquête. Cependant, sa demande a été refusée une semaine plus tard, car la police avait éliminé la plupart des preuves en 1995. Cette nouvelle a laissé Yvonne blessée et angoissée, mais elle a persisté à demander à la police de retrouver les vêtements de Sharon, qui avaient heureusement été préservés. Les vêtements ont été analysés, et la police a obtenu un échantillon d'ADN qui ne correspondait pas. La police a reçu une piste concernant un garage où Sharon aurait pu être retenue captive. Le garage était situé derrière un immeuble d'appartements, et l'espoir était de trouver un ADN de Sharon pour poursuivre l'enquête. 3 échantillons ont été recueillis, mais malheureusement, aucun d'entre eux ne correspondait à celui de Sharon, ni au profil de son meurtrier. Une mise à jour en 2012 a impliqué un donateur anonyme qui a augmenté la récompense à 10 000 $ et a établi une ligne téléphonique dédiée pour recevoir des informations. Ce développement a généré des spéculations parmi le public, suggérant que de nouvelles informations. A été une séance d'hypnose réalisée sur la femme qui avait sauvé Cheryl Rowe, dans l'espoir d'extraire des détails supplémentaires de ce jour fatidique. Après la séance, la police lui a montré plusieurs photos et un homme s'est distingué pour elle. L'homme en question était William Patrick Fife, un tueur en série canadien condamné, responsable de la mort de 5 femmes à Montréal, bien qu'il ait affirmé en avoir tué jusqu'à 9. Le premier meurtre connu de Fife a eu lieu en 1979, ce qui ne correspondait pas à l'affaire de Sharon en 1975. Il n'y avait aucune preuve reliant Fife à Sharon Pryor, et il n'était pas clair si la police avait comparé l'ADN ou enquêté à fond sur cette piste. Au fil des ans, des enquêteurs amateurs ont tenté de relier le meurtre de Sharon à d'autres affaires et ont présenté des confessions présumées. L'une de ces confessions est mentionnée dans le livre The Hard Road de Peter Edwards, qui fait une brève référence au meurtre de Sharon et implique un membre du club de motards Satan's Choice de Montréal, nommé Mike French. Cependant, ces affirmations et suspects sont restés des spéculations et aucune preuve définitive n'est apparue pour les soutenir. Malgré les spéculations et les diverses pistes explorées au fil des années, l'affaire de Sharon Pryor restait non résolue, laissant sa famille et la communauté en quête de réponses et de clôture. Entre juillet et août 2019, des échantillons d'ADN du suspect sur la scène de crime
y compris des échantillons provenant des vêtements de Sharon Prior, ont été envoyés à Parabon Nanolabs, une entreprise basée à Reston, en Virginie, qui développe des nanomédicaments et propose des services de phénotypage ADN pour les organismes d'application de la loi. Le but était d'obtenir un résultat de prédiction à partir de l'échantillon d'ADN. Et le résultat de la prédiction correspondait à un homme à la peau claire ou très claire, aux yeux verts ou noisettes, aux cheveux bruns et susceptibles d'avoir des taches de rousseur. Puis, le 8 juin 2022, une avancée significative a été réalisée lorsqu'un laboratoire de Montréal a analysé l'ADN du suspect. Les résultats de l'analyse ont permis d'identifier le nom de famille prioritaire, Romine ou Romaine. Franklin Romine, qui a vécu à Montréal et Longueuil dans les années 1970, est apparu comme un suspect possible. Les empreintes de peineuses trouvées sur la scène de crime correspondaient à un véhicule immatriculé au nom de Romine à Montréal. Franklin Maywood. Romine avait un long passé criminel aux États-Unis et avait eu des rencontres avec la police de Montréal. Des échantillons d'ADN ont été obtenus des 2 frères vivants de Romine, qui les ont volontairement fournis à la police de Virginie-Occidentale. Les 2 frères ont témoigné qu'ils croyaient que leur frère avait commis le meurtre. Les photos de famille montraient Romine comme un homme grand, avec des cheveux bruns. Romine est décédé au Canada en 1982 et a été enterré en Virginie-Occidentale. La police a de fortes raisons de croire que Romine est le suspect dans l'affaire de Sharon Prior. Il vivait à Montréal au moment du crime, connaissait la scène de l'enlèvement et correspondait à la description du témoin. De plus, l'analyse de l'ADN a indiqué une connexion entre l'ADN trouvé sur la scène de crime et la famille Romine. Romine correspondait également à la description de l'homme qui avait tenté de kidnapper Cheryl Roy sous la menace d'un couteau à proximité de l'endroit où Sharon Prior avait disparu. Des documents déposés au tribunal ont révélé qu'un des frères de Romine avait confessé que Romine avait tenté d'agresser sa femme. L'analyse de l'ADN de la famille Romine a indiqué une forte probabilité d'une connexion familiale avec l'ADN trouvé sur la scène de crime. Pour enquêter plus avant sur la possible connexion, le corps de Romine a été exhumé avec le consentement du tribunal, malgré l'opposition de ses sœurs et de 2 frères pour des raisons religieuses. Le 8 mai 2023, l'ADN des restes de Romine était en cours d'analyse dans un laboratoire de Montréal, et les résultats étaient attendus aux alentours du 22 mai 2023. Le nouveau suspect, Franklin Romine, ne figurait pas parmi les plus de 100 personnes précédemment examinées par la police dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Sharon Prior. L'identité de Romine en tant que suspect a été une surprise pour l'avocat de la famille Prior, Marc Bellemare. Bien qu'il n'ait pas discuté de l'affaire avec la famille, Bellemare a souligné l'importance d'obtenir des informations supplémentaires dans les affaires de personnes disparues ou assassinées et a exprimé l'espoir que ce nouveau développement apporterait un certain réconfort à la famille Prior. Les preuves et l'enquête en cours liées à Franklin Romine et à la possible correspondance ADN ont suscité l'espoir d'obtenir des réponses et de rendre justice dans l'affaire non résolue de Sharon Prior, ont été profondément affectés par son meurtre tragique et ont partagé leurs pensées et leurs souvenirs d'elle. Yvonne Prior, la mère de Sharon, qui vit encore dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, a envoyé un message puissant par l'intermédiaire d'un ami, exhortant toutes les mères à chérir et aimer leur fille. Yvonne Prior a partagé ses sentiments avec les médias et a exprimé son espoir durable que la personne responsable serait un jour retrouvée. Elle a parlé de la nature aimante de Sharon, disant « Tout le monde l'aimait, elle était merveilleuse et tu voulais la voir près de toi ». La sœur de Sharon, Doreen Prior, a réfléchi à la perte et s'est demandé à quoi la vie de sa sœur aurait ressemblé. Elle s'est interrogée sur qui Sharon serait devenue, spéculant si elle aurait poursuivi une carrière de vétérinaire, une profession pour laquelle elle avait montré une affinité. La sœur jumelle de Doreen, Maureen Prior, a exprimé sa détermination à affronter le meurtrier de Sharon et à découvrir la vérité. Elle a manifesté son fort désir de connaître l'identité du criminel ainsi que les détails de l'incident, soulignant son besoin de réponse sur qui, quoi, quand et où. La famille Prior, ses amis et la communauté en général ont attendu des réponses pendant près d'un demi-siècle, espérant la justice et une clôture dans l'affaire de Sharon Prior. Bien que la récente avancée apporte une lueur d'espoir, elle est un rappel de la douleur persistante et de l'importance de trouver la vérité pour honorer la mémoire de Sharon et de ceux qui l'aimaient.
En réfléchissant à la récente avancée et à l'impact qu'elle a eu sur ses amis et sa famille, il est clair que cette affaire a laissé une marque indélébile sur la communauté. En arrivant ici, n'avez-vous pas vu cet autre crime? Ça ne me manquerait pas, hein?